pièce Brou est un phénomène théâtral unique au Québec. Plus de 2000 représentations en 20 ans et ça marche encore. Une véritable roue de fortune. C'est comme se raser à l'envers. Ma carrière est basée sur une chose. Toujours le plaisir de faire les choses. Autant Brou a été fait pour le plaisir de se donner des beaux personnages à jouer, beaucoup plus que pour faire de l'argent, ou beaucoup plus que faire un grand succès, parce que, honnêtement, tout le monde, c'est un secret de Polichinelle. Personne de notre groupe savait qu'en créant Brou, ce serait un événement historique et qu'on jouerait 22 ans plus tard cette pièce-là. Au début, reprise et tournée accaparaient Michel presque 200 soirs par année. Bon, au début, j'ai voulu lui sauter à la gorge parce que je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Cette espèce de macho, c'est évident. Toi, tu vas continuer ton métier, puis moi, j'ai juste à rester à la maison. Bon, ça a fait toute une histoire, puis... lui m'expliquait que c'était vraiment once in a lifetime. Puis c'était vrai. Ça s'en vient. La métamorphose. On dirait que tant que j'ai pas mis ça, la voix y est pas. Mais tant que je mets ça... Et pas de madame, les gars, Puis moi, je travaillais quand même un peu. Je faisais de la télévision, je faisais des choses comme ça, mais on s'arrangeait pour que je travaille plus le jour. Puis lui Donc, il y avait toujours un des deux qui était à la maison. Alors, on s'est rendu assez vite compte que c'était bien comme ça. Et voilà. Et là, je ne sais pas ce que vous avez fait à Michel, mais il est très nerveux ce soir. T'es nerveux? Ah, pas en tout. Pas en tout, hein? Ah, ben hâte. Il n'y a jamais le trac. Ben hâte de voir si Sauf le public... ce soir. Non, mais ben hâte de voir s'il va être à la hauteur d'hier soir. Des soirs, on va le chercher, des soirs, ils viennent nous chercher. Il faut toujours se présenter, comme disent les sportifs. Mais c'est vraiment comme un sport, on dirait. T'es pas maquillé ce soir? Je connais toutes les façons où je peux le faire rire. Et c'est pas quelqu'un qui se prend au sérieux. Il est toujours ouvert à dédramatiser les choses puis à s'amuser. Ce qui est une grande qualité, à mon avis. Et monsieur, je commence à soigner de matin. Il est bien là. Il est bien là sur scène. Là, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'est pas angoissé du tout. Il est bien. Il aime ça travailler avec le public, les jauger, faire ce qu'il veut avec, parce qu'il a un talent énorme. Alors, il s'amuse avec ça. Il donne tout ce qu'il a tous les soirs. Puis, il adore ça. Tu sais, c'est vraiment son métier. Il est né pour ça. Puis, il est à sa place. Pas encore la laveuse à matin, là! C'est tellement chaud, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, parce que, tu sais, il a fait 18-19, puis on est fin octobre, là. C'est pas prévu, ça. C'est cher. Voilà, faut que j'oublie mes dents. Mais déjà arrivé une fois. Entrer dans Pointe-Sucre, la grasse maille, avec les dents carriées de verrues. Pendant nos changements de costumes qui sont hyper rapides, un moniteur qui nous fait entendre le texte qui se dit sur scène. Et un soir, ce moniteur-là a lâché. Puis je m'avançais, des fois, les culottes aux genoux, puis j'allais écouter, puis bon, c'est correct, il me reste encore du temps. Je me dépêchais, faire la moustache. J'avais presque fini, puis là, je sors. J'entends plus rien. Je dis, sacrifice, j'ai manqué mon cue. Je pars sans réfléchir, comme une balle. Vroom! J'ouvre la porte. Ouais! Et le vendeur de chaussures, Hervé, est encore là. Les deux, Marc et Marcel, se retournent. Ils me regardent en me disant, qu'est-ce que tu fais là? Et là, je suis venu comme la face rouge comme une tomate. J'ai fait 125 de fièvre dans une seconde. J'ai pas dit un mot. Ça a pris comme une seconde. J'ai fait « Ouais! » Je suis ressorti. Petit coup de ride. C'est sec. Moi, d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai toujours pensé que c'était lui qui était le plus vieux. Michel, c'est vraiment le père de la gang. Notamment si on va manger au restaurant le soir, puis Michel n'est pas là, ça fait une grosse différence. C'est comme le père de famille. Comment ça va, Poissu? Ça va pas si pire! Pas si pire, 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 pas si pire. Fondamentalement, c'est quelqu'un qui est angoissé, qui est inquiet, qui est insécure face à toutes sortes de choses.
Pas par rapport à lui-même, par exemple. Je pense qu'il est très sûr de lui, tu sais, ça. Puis il a un ego très fort, puis il l'assume très, très bien. Oui, bonnet, j'arrête jamais de penser. Sur un an, je peux penser 12 mois par année. Ah, ben, tu veux prendre des vacances? S'il part en voyage, moi, je suis sûre que tous les jours, il va me téléphoner ou même en tournée, il m'appelle tous les jours pour savoir comment ça va. Il a besoin toujours de se rapporter ou de voir si tout est bien. Léo, l'important dans la vie, mon Léo, que tu fasses n'importe quoi. Que tu fasses un plombier, que tu fasses un pape, que tu fasses un voyage. L'important, moi, de dire... Il retire beaucoup, il donne beaucoup, mais il retire beaucoup justement parce qu'il va dans le détail. Puis avec ce détail-là, il va aller chercher des subtilités au public. Et quand il réussit à faire ça, ben là, il retire beaucoup. Là, il est content. Est-ce qu'on a la perruque à ta mère? Dans le sac! Je dirais que Michel est plutôt un peu le patron de cette histoire-là. Parce que, bon, Michel est un peu le moteur de toute cette équipe-là. I am very funny to please you. Ce qui arrive beaucoup dans un truc comme Brou, où on travaille ensemble depuis tellement d'années, c'est qu'on a beaucoup d'inside jokes entre nous. Il y a beaucoup de choses, là, juste un mot nous fait rire tous les trois, mais il n'y a personne au monde qui peut comprendre, tu sais. Au-dessus. Comment tu dis ça? Au-dessus. It's so yeah, au-dessus. Old Orchard Beach. Au-dessus. Pointu, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Il a joué ça en anglais et la salle était morte de rire. C'est quand même un exploit. Ça, c'est parce que, bon, au-delà de la langue et au-delà il possède la comédie en lui. Pour nous, le théâtre, c'est un miroir. Et il n'y a pas de meilleur exorcisme. Pour nous, Brou, c'est un coup de chapeau, c'est un couperet, c'est une guillotine qui tombe et qui dit, regardez, maintenant, on est guéri. On a exorcisé cette espèce d'image du Québécois qui est obligé d'aller à la taverne se saouler pour se libérer, pour dire ce qu'il pense des femmes, pour dire ce qu'il pense de son patron, et puis obligé d'aller dans ce lieu-là pour exister, vraiment, parce qu'ailleurs, il n'existe pas. Il n'a jamais voulu comprendre que les règlements sont faits pour tout le monde. Il a l'esprit un peu trop indépendant et aucun respect pour l'autorité. Il a une très mauvaise influence sur les autres enfants. Je l'avoue, c'est vrai. Tout ce que je sais, je l'ai appris à la petite école. Voici ma voiture. Voiture de l'année selon Motor Trend, le PT Cruiser de Chrysler. Après l'âge de 50 ans, les règles du jeu changent. Voici Age Perfect de L'Oréal, une innovation pour peau mature. Parce qu'une peau mature a des besoins tout à fait uniques. Avec l'âge, elle se déshydrate et perd de son élasticité. Elle se relâche. Age Perfect améliore visiblement l'élasticité et réhydrate pour resserrer le maillage de la peau. Si efficace qu'en seulement 2 semaines, 83% des femmes notent que leur peau a plus de tonus. Regardez ce à quoi ressemble ma peau aujourd'hui. Nouveau Age Perfect pour peau mature de L'Oréal. Parce que nous le valons bien. Ce message sur les difficultés érectiles comporte des scènes troublantes. Bon, tout semble en ordre. Oui? Non, rien. Sûr? Non, tout est parfait. À l'année prochaine. Si vous n'arrivez pas à parler de votre problème, vous pouvez dès maintenant recevoir un guide utile pour obtenir de l'aide plus facilement.
On y parle des causes et des options de traitement. Et il y a même un questionnaire d'auto-évaluation. Faites le 1-800-951-9266 ou visitez notre site Internet. C'est gratuit et confidentiel. Jean Coutu avait un excellent physique de théâtre. Il avait tout du jeune premier, mais il préférait les rôles de composition. Celles qui se souviennent du survenant en parlent encore comme si c'était hier. Voyez Jean Coutu à Biographie, dimanche, 21h. Dans des conditions difficiles, vos photos ne sont pas toujours à la hauteur de vos attentes. Mais avec le nouveau film Kodak Max qui donne de meilleurs résultats en toutes conditions, jusqu'à 25% de vos photos seront encore plus éclatantes. Le plaisir de partager. Les huiles parfumées ont quelque chose de réconfortant. C'est ce qui rend les branchées huiles parfumées si agréables. Elles parfument votre maison en utilisant les qualités essentielles de ces huiles. Et maintenant, les branchées huiles parfumées se branchent dans tous les types de prises sans obstruer l'autre prise pour 60 jours de pure fraîcheur. Branchez-vous à l'huile parfumée. Branchez-les de S.C. Johnson, une entreprise familiale. C'est l'histoire d'un beau petit bleuet du lac Saint-Jean. Il fait son entrée sur la scène de la vie en 1950 et de façon déjà comique. Ma mère est en contraction, mon père attelle le cheval, il s'en va à Alma, c'est à peu près 5 km, il va chercher le docteur arrive, et là il est un peu gorlot. Et il est arrivé, puis il a dit, ben là, elle n'est pas prête. Elle est en avance. Et puis, il a donné une injection pour retarder l'accouchement. Et il est reparti. Et il s'est trompé. J'étais dû. La vie sur la ferme n'évoque pour lui que lointains souvenirs. Il y a un taureau, un gros taureau au bord de la clôture avec un gros anneau dans le nez. Je le vois, je crains ce taureau-là, j'ai peur. C'est une image marquante. Et puis, la première fois, ça, c'est une peur. Puis une grande joie, c'est que mon père me passe les rênes du cheval. Et c'est moi qui ai l'impression, à probablement 2 ans et demi ou presque 3 ans, de contrôler le cheval. Et ça, c'est un super... Et c'est tout ça dans le noir, dans les limbes. C'est comme 2 images qui émergent du noir. Ça, c'est mes premiers souvenirs de vie. Michel est d'une génération qui chevauche l'ancien et le moderne. Il en parlait souvent avec son père, Ovila. Ce qui m'enchantait, ce qui vraiment faisait mon plaisir, c'est quand il me racontait son enfance à lui. Et ces grandes nuits dans les camps de bûcherons, mon père a vécu à peu près de ce qu'on vivait dans les filles de Caleb. Là. Il partait bûcher, puis en revenant au printemps, il donnait l'argent à son père, 700-800 piastres, sur le coin de la table. Son père, il redonnait 5 piastres, puis c'était pour faire vivre la famille. Et je capotais je me disais, ben, c'est incroyable, la vie que mon père a vécue juste 23 ans avant moi. Et aujourd'hui, quand je raconte mon enfance à moi, à mes enfants, mais ils capotent aussi parce que mon grand-père, il s'appelait Bellé Laglace à Alma, Joe Bellé, ma grand-mère Julia, c'était alors l'entreprise familiale. Il y avait des camions rouges, ils livraient de la glace partout à nos villes, le quartier d'Alma. Et puis un jour, il n'avait pas vu venir ça, ben les frigos sont arrivés, puis 6 mois après, il n'y a plus personne qui avait de glacière, puis ils vendaient plus de glace. C'était comme bilibou. Des fois, je me dis, j'aurais bien aimé avoir plusieurs enfants. Puis lui, il avait peur de pas pouvoir donner plus. Il avait l'impression qu'il pouvait donner juste pour 2. Moi, je crois pas. Maintenant que je vois comment il est comme père, je suis sûre on aurait pu en avoir plus. Il est un peu le portrait de son père aussi. Il est très, très doux, très tendre. Il est très sensible. Et il aime pas la discorde. Il faut que tout soit toujours harmonieux. Et malheureusement, quand on élève des enfants, c'est pas toujours harmonieux. On aimerait ça. Mais des fois, il faut sévir, il faut élever le ton et tout. Puis pour Michel, c'était comme lui couper les, je ne dirais pas quoi. Et puis alors, lui, quand il avait à gronder un enfant ou à le punir, il allait carrément dans la chambre pleurer lui-même. Après la naissance difficile de Michel,
sa jeune mère Janine avait perdu 3 autres bébés. Pendant 9 ans, j'ai vécu comme un fils unique. Ça me rappelle les souvenirs assez tristes de mon grand-père, Joe, dans la cave chez nous, avec mon père, qui, eux, avaient la sale besogne de fabriquer la petite boîte en bois. Parce qu'on n'allait pas acheter un cercueil, on faisait la petite boîte en bois. Des fois, c'était marqué United Fruit dessus, ou c'était des boîtes de fruits, puis ils prenaient une planche de lin, puis ils peinturaient ça, puis ils mettaient le bébé là-dedans. Moi, j'étais là, puis je regardais, j'étais en contact direct avec la mort de mes frères et de ma sœur. Il devient finalement grand frère, et il en profite à sa façon. Une fois, c'était à la télévision noir et blanc, et c'est le grand bois en arrière de chez nous. Puis mes parents sont partis, puis moi, je garde mon petit frère Sylvain, parce qu'on n'a pas encore l'autre, Danny. Et puis, c'est Dracula qui joue. J'ai peur, c'est effrayant, je me comprends plus. Alors, ce que je fais, pour pas avoir peur, je vais réveiller mon petit frère, qui a 3 ans. Puis je l'assois sur moi avec une grosse couverture. Puis lui, il a juste la tête qui sort des couvertures. Puis je l'oblige à regarder Dracula avec moi. Et lui, il a été 3 semaines sans dormir à cause de ça. Je l'ai traumatisé complètement. Tradition familiale, rythme des saisons, souvenirs heureux. Quand ma mère commençait à tasser la table, et là, j'avais des oncles, mon oncle Rosaire, mon oncle Henri, ça jouait de l'accordéon, mon père était violonneux, et puis plus tard, mon frère était musicien aussi, il a joué de l'accordéon, maintenant il est pianiste, il a joué de la batterie. Moi, j'étais aux cuillères. J'étais le spécialiste des cuillères, j'ai passé ma vie sur les cuillères. Michel s'inquiète toujours pour ses proches. Il a connu très tôt la fragilité humaine. On écoutait l'heure des quilles avec mon grand-père dans le temps des fêtes. C'était dans le temps des fêtes, en plus, une période de réjouissance. Et à un moment donné, on a eu un téléphone. Ma tante Rose était décédée dans son auto. Elle s'en allait à la chorale, elle chantait, puis elle avait fait une embolie. De voir mes parents avoir autant de peine, parce que moi, je réalisais pas trop, mais de voir mes parents, ma mère, qui était devenue hystérique parce que sa jeune sœur venait de mourir, ça m'arrachait l'âme et ça, j'ai eu de la misère. Et après, à chaque jour de l'an, pendant des années, tout le monde, quand on venait le temps de se souhaiter bonne année, ça fondait en larmes et c'était déchirant. Et ça, c'est des moments tristes dans ma vie. Là. Ça, c'est les moments les plus tristes. Heureux adolescent des années 60, il a fréquenté le collège classique d'Alma. Phénomène incroyable. On avait 21 nationalités de professeurs à Alma parce que les maristes avaient décidé de s'ouvrir sur le monde. Ils avaient engagé plein d'Haïtiens qui étaient des sommités dans leur pays, qui fuyaient Duvalier. Ils ont éliminé en nous l'esprit de clocher. J'ai été reçu haïtien honoraire, j'ai passé le test du Barbancourt 5 étoiles réserve spéciale Goutte d'Or et j'ai été malade. J'ai mangé la banane flambée, la morue épicée. Puis après avoir passé toutes ces épreuves-là, tous les merveilleux professeurs haïtiens nous disaient « Bon, maintenant, mon cher ami, on te considère comme un des nôtres. Tu es haïtien honoraire. » En donnant un coup de main au décor du théâtre populaire d'Alma, il se retrouve soudain catapulté sur les planches. Il devait avoir à peu près 15 ans ou 16 ans maximum, la première fois qu'il est monté sur scène. Et puis, je peux te dire tout de suite, d'emblée, que tout de suite, dès que Michel est monté sur scène pour la première fois dans la ville d'Alma, on s'est tout de suite dit, ça y est, un génie, un gars extrêmement doué. Et puis, c'était vrai. Dès qu'il est monté sur scène pour Château en Suède, je crois qu'il était la première fois, et aussi Dr. Nock après. C'est ça, Michel est devenu une vedette locale tout de suite. C'est comme ça que ça se passait, Michel, la vedette locale à Alma, tu sais. Mon vieux chum Marcel Gauthier, qui joue dans le bois avec moi, je l'avais repéré, lui, assez tôt, parce que quand on était pee-wee, c'était le seul petit garçon de nos villes qui avait un chandail des Maple Leafs de Toronto. Mais c'était pas de sa faute. Je pense que ses parents, ils avaient trouvé un chandail moins cher ou ils le trouvaient beau. Puis à Noël, il y avait eu ça. Puis par respect et par amour pour ses parents, il s'était dit, je vais l'assumer, ce chandail-là. Alors, il y avait beaucoup de caractère et c'est ça qui m'a attiré chez lui parce que je me disais, c'est un mouton noir, mais il y a des couilles. Les deux larrons sont désormais inséparables et partiront vivre ensemble de grandes aventures théâtrales.
En 69, Jean-Luc Bastien monte L'arme au poing, l'arme à l'œil de Dominique de Pasquale, en même temps que l'Université de Montréal, qui, eux, le montent, mais avec l'auteur. L'auteur le monte lui-même. On a gagné à ce festival-là, qui se tenait à Vaudreuil à l'époque. Ça nous a amené au Festival mondial de théâtre amateur de Monaco-Monte-Carlo. Alors, on découvrait la France, l'avion, traverser l'Atlantique, tu sais. En vrai mordu du théâtre, Michel Côté et son grand copain Marcel Gauthier entrent tous les deux à l'École nationale de théâtre en 1970. Mes parents, soit par inconscience ou par grand amour de moi, ou parce qu'ils savaient pas que c'était un métier où on pouvait vraiment crever de faim, ils m'ont encouragé. Alors, comme ils m'ont encouragé, évidemment, quand quelqu'un échoue dans sa vie, puis toujours dire personne m'a aidé, j'ai pas eu l'appui de mes parents. Moi, si ça marchait pas, c'était vraiment de ma faute parce que moi, j'avais eu tout l'appui dont j'avais besoin. Et Michel et moi, on arrive à Montréal, mais on demeure ensemble en plus, là, après avoir fait toutes ces années de théâtre amateur. On demeure ensemble dans un demi-sous-sol tout près de l'École nationale de théâtre. Ça, c'était des années formidables aussi de découverte de Montréal, qu'on a découvert à pied. On a tout marché Montréal, on a tout appris les rues par cœur, puis on a eu bien du plaisir. Le sevrage des parents. Plus personne, plus aucun sentiment de culpabilité par rapport à tes parents qui t'entendraient rentrer à 4 heures du matin puis que t'as de l'école le lendemain. T'es libre. T'es tout seul. Avec ton chum en appartement. Alors, on fait la fête tous les soirs. On a des blondes. On va au cinéma Verdi voir tous les festivals de films, tous les films japonais. On fait notre culture, là. On mord dans la culture. On va voir tout ce qu'il y a de films. On va voir tout ce qu'il y a de pièces de théâtre. Puis après, on sort. Puis on prend un petit coup. Puis on a du fun. Je savais depuis l'âge de 14-15 ans que je quitterais Alma. Mais je ne savais pas du tout dans quel domaine. Je ne savais pas que ce serait le théâtre qui me ferait ça. Mais je savais que je quitterais Alma. Puis j'avais vécu ce deuil-là sur plusieurs fois. Et quand j'ai dû partir, ça a été juste heureux. Sauf les déchirements de ma mère après. Mais quand j'étais parti, là, quand je m'évadais des pleurs de ma mère, quand je repartais à Montréal, étudier à l'École nationale, j'étais heureux d'être à Montréal. J'étais bien. Ce jeune premier qui part pour la ville ne se doute même pas qu'il nous en fera voir de toutes les couleurs. Ah, j'ai bien, excellent. Ouais, maintenant, laissez-vous aller. Hein? Exprimez-vous. Je veux que ma Sophie revienne. Steve. À quoi? Steve, il y a une affaire que je t'ai jamais dit. Au cas où il nous arriverait quelque chose, faut que tu saches. Accouche. T'es le plus grand ami que j'ai jamais eu de ma vie, Steve. Faire du porte-à-porte pour sauver les phoques du Grand Nord, c'est ça une job pour toi? Jacques. Il fait 100 piastres par semaine? 125. Excuse-moi. Comment vous allez faire à deux pour arriver à dépenser tout cet argent-là? Je sais pas ce que je donnerais pour la serrer dans mes bras avant de mourir. Il n'a jamais voulu comprendre que les règlements sont faits pour tout le monde. Il a l'esprit un peu trop indépendant et aucun respect pour l'autorité. Il a une très mauvaise influence sur les autres enfants. Je l'avoue, c'est vrai. Tout ce que je sais, je l'ai appris à la petite. À l'École nationale de théâtre. Il va y faire la rencontre fondamentale de sa vie, la belle Véronique Leflaguet. Sortie avant lui de l'école, elle est alors entrée dans la vie de Michel pour ne plus en ressortir. Un amour pas banal et qui grandit toujours. Moi, comme jeune comédien, je mets le pied dans les bars où le métier se tient. Puis là, je la revois, puis on se fait de l'œil un peu, puis je parle avec elle pendant jusqu'à 3h30 du matin, où elle me dit
On n'a pas vu le temps passer, tout le monde est parti, on est juste tous les deux. Et là, elle m'apprend qu'elle a une auto. Alors, une fille cute, puis elle a un char en plus. C'était irrésistible. Elle avait une philosophie de la vie qui me plaisait énormément, qui me faisait beaucoup de bien, qui m'apaisait, parce que elle m'a appris à pas stresser pour des niaiseries. Moi, je faisais des tempêtes dans des verres d'eau. J'étais stressé parce que chaque petit détail, pour moi, était important. Alors, elle fait « Oh, excuse-moi, j'ai oublié. Ah, mais là, comment ça se fait? T'as oublié ça? Ben ouais, mais c'est pas grave, j'ai oublié. » On nous appelait, Michel et moi, les stars de première. Et Michel, oui, effectivement, c'est un être très fier, qui a un ego très, très fort. Et puis, à cette époque-là, il avait un look un peu d'un général de l'armée américaine, mais dans l'ancien temps, un général sudiste, si on veut, tu sais. Et Marcel était plutôt habillé à la russe. Et moi, je portais un chandail. Je dis ça pour dire qu'ils n'étaient pas les seuls. Moi-même, je portais le chandail de hockey, toi. Dans nos pérégrinations nocturnes, pendant qu'on était à l'École nationale, Marcel et moi, on s'en va au Continental, qui est le bar des jeunes comédiens, puis des acteurs qui jouent à la Place des Arts, c'est à côté. Et Marc, lui, nous, on est encore à l'école, mais lui a fini. Il est à Montréal, il commence à jouer au Katsu dans le repos du guerrier, il joue dans le Timido Palais à NCT, puis nous, on va voir ces pièces-là, puis on le trouve bien bon, puis on le trouve bien sympathique, parce qu'il est drôle, il a un bon sens de l'humour, et puis on devient amis assez rapidement. C'était une époque, on avait tous les cheveux longs et de la barbe, et on était tous pleins d'ambition. C'est sûr qu'il avait fière allure, il avait toujours un très beau chapeau. Je crois que c'était typique des jeunes comédiens, ça. On jouait un rôle, hein. La première fois qu'on a travaillé ensemble, c'est sur Cyrano de Bergerac à la NCT qu'avait monté Jean-Luc Bastien et que Gilles Pelletier jouait le rôle de Cyrano. Et nous, on jouait tous des petits rôles dans la pièce. On faisait 2 ou 3 petits rôles et Michel et Marcel étaient là-dedans. Moi, j'étais là-dedans. Nous, ce qu'on aimait lorsqu'on était à Alma, ce qui était formidable, c'est qu'on pouvait tout faire. Faire la mise en scène, faire l'éclairage, faire le son, jouer dedans, écrire si on voulait. En fait, on avait main mise, surtout, on était Dieu un peu sur les productions. Alors, et on se rend compte lorsqu'on arrive dans le métier professionnel que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Tu commences par un dernier rôle, à tenir des hallebardes, puis à pas dire un mot, et ça peut durer longtemps avant d'atteindre les grands premiers rôles. Un matin, on parle de ça, c'est-à-dire, avant qu'on ait des premiers rôles, ça va être trop long, on devrait se former une petite compagnie, puis se donner des premiers rôles. Comme ça, les metteurs en scène, les critiques vont venir nous voir, ils vont trouver qu'on est vraiment des bons comédiens, et puis là, ils vont nous donner du travail, puis on manquera jamais de boulot, puis nous autres, on va à chaque année, dès qu'on manque de boulot, on se recrée une autre pièce, puis on se remet ça à la map, comme on dit. Alors, c'est ça qu'on a fait. Ils avaient vraiment le feu sacré. Alors, ils travaillaient très fort à se trouver un endroit, à trouver des auteurs. Moi, je suivais, j'étais contente d'être parmi eux. Puis, non, on a un bon souvenir parce que c'est vrai que c'était pas évident. La recherche d'un lieu de création théâtrale les conduit sur la rue Notre-Dame, à l'étage de la Maison des Arts, La Sauvegarde. Chemise, cravate, les gros nerfs. Et puis, on rencontre M. Jacques Toupin, qui, lui, a la barbe noire comme ça, les cheveux longs, qui est habillé en jeans, puis qui nous voit arriver en cravate comme 2 tweets. Bon, puis nous autres, on a l'air de 2. Enfin, alors, dans un moment de distraction, on a arraché nos cravates, et puis on s'est mis comme bras passés les mains dans les cheveux pour avoir l'air moins quétaine un peu, puis plus artiste. Et ça a marché tout de suite. Il était très sympathique. Il nous a dit, vous pouvez avoir la place 1 mois par année, au mois de février, tant que vous voulez. En 3 ans, ils produisent au même endroit 3 créations de Michel Garneau. Il faut que je vous explique qu'à cette époque-là, un peu dans le sillage de ce qu'avait été le Grand Cirque Ordinaire et le théâtre du même nom, qui, eux, avaient été des groupes de théâtre ou des petites troupes, c'était un peu... tous les jeunes comédiens essayaient de se partir une petite troupe de théâtre au lieu d'attendre chez eux, d'avoir des rôles intéressants, puis de jouer dans les compagnies institutionnelles qui étaient le TNM, la NCT,
le rideau vert, etc. Effectivement, mission accomplie, ça nous a donné du travail à la télé, du travail dans les autres théâtres. Moi, j'ai pogné un premier rôle au Katsu dans le premier de Rovitz, monté par Olivier Reichenbach. J'ai joué dans Écosse au TNM. Véronique a joué dans Avec le temps avec Marc. Marcel Pognet a joué dans Terre humaine. Notre recette fonctionnait parfaitement. On se fait connaître, les metteurs en scène viennent nous voir, les critiques parlent de nous autres, on a des jobs. C'est sûr qu'il aurait trouvé du travail, mais lui, il était un peu complexé à cause de sa voix. Il avait un complexe. Il aurait voulu avoir une belle voix radiophonique. Alors, parce que lui, il trouvait qu'il avait le physique d'un jeune premier, mais il avait la voix pour jouer des rôles de composition. Ce qu'il adorait faire. Il aimait beaucoup mieux ça que de jouer des jeunes premiers qui sont toujours plates à mort. Les rôles de jeunes premiers, c'est... Quand la Maison des Arts est fermée, ils travaillent tous déjà beaucoup ailleurs dans le métier. Michel Côté, lui, persiste et déniche pour leur troupe un local en bien piteux état dans un secteur ignoré de la rue Saint-Laurent. Il n'y a rien de plus exaltant pour des jeunes comédiens qu'on était à l'époque de se construire un théâtre. Ça, c'était vraiment une période extraordinaire. Même si ça se faisait dans le doute, même si on ne savait pas si ça allait marcher, mais vraiment là, de se construire un instrument de travail, c'était extraordinaire. Tu sais. Tous y investiront 1 an de travail, de leurs mains et de leurs poches. Quand est arrivé le moment de l'ouverture du théâtre, ou de faire la pièce, Véronique est enceinte de Charles et on demande à Michel une pièce sur la taverne. Plusieurs personnages, 3 comédiens, 100 filles. Parce que le fait de ne pas avoir de filles, ça nous a fait penser que la taverne, ça marchait. Pas de filles, la taverne, ça marche. Et Michel tombe malade. Il nous demande des délais, il tombe malade, il n'est pas capable de livrer la fameuse pièce. Et il nous annonce ça, malheureusement, 1 mois et demi avant la date fatidique du 21 mars 1979. Et là, on s'est dit, personne ne peut écrire une pièce en 1 mois et demi. Même pas en un mois. Il faut bien se garder 2 semaines pour apprendre le texte puis le jouer. C'est déjà incroyable. Alors, on dit, par contre, des auteurs peuvent écrire un 10 minutes en 15 jours. Et là, on tombe sur le téléphone, on appelle tout le monde. Michel Tremblay, Jean-Claude Germain, Sky's the Limit, les plus grands auteurs du Québec, qui malheureusement ne nous connaissent pas, puis qui n'ont pas le temps, hein, puis qui disent, ben là, les petits garçons, j'aurais bien aimé ça, mais ça ne donne pas, là, je suis pris. Et on appelle Claude Meunier, des auteurs moins connus, Claude Meunier, Francine Ruel, Jean-Pierre Plante, à cette époque-là, qui sont des auteurs, Louis Saya, qui ont beaucoup de talent, mais qui ne sont pas les stars qui sont devenus. Et ils nous écrivent des textes, et puis nous, on fait le montage de ces textes-là. Il nous reste à peu près 3 semaines pour apprendre les textes, puis monter ça, puis on monte ça. Puis c'est un accident, finalement. C'est comme ça que c'est né. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Tu as-tu décidé qu'il n'y a pas de feu jusqu'à 5 heures? Regarde, il y a jamais fait le jour de la paye, c'est impossible. Ça avait été une soirée magique. Et je me souviens, lorsqu'on ouvrait la porte de la taverne, le théâtre des voyagements, c'était tout petit. Et on voyait la ruelle, et ce soir-là, il neigeait. Alors, c'était magique. On était dans la salle, et on avait accès à une scène d'un très, très grand réalisme. Je pense un peu au prologue dans La nuit de Faust de Goethe, là, où le gars doit mettre plusieurs chapeaux, le bouffon, le poète et le propriétaire de théâtre. Le propriétaire de théâtre, il veut que le show marche. Il se dit, c'est bien beau la poésie, mais ça serait le fun qu'il y ait plus de jokes, pour qu'il y ait plus de monde, pour que je fasse plus d'argent, pour que mon théâtre survive. On avait beau travailler fort et être dur, et c'était quand même bon, du travail physique et difficile. Mais c'était quand même, moi je m'en rappelle comme une période vraiment bénie, c'était extraordinaire. Et Brou n'aurait duré qu'1 mois, on aurait été bien contents. Le spectacle qui ouvrait notre théâtre marchait. À chaque soir, on arrivait au théâtre, on sautait sur la feuille de réservation pour voir combien de gens avaient appelé dans la journée pour réserver. Parce que là, on avait des employés. Maintenant, on avait une réceptionniste, on avait concierge. Il fallait gérer tout ça. Et de voir qu'on était à guichet fermé 1 semaine d'avance, puis à un moment donné, au bout de 10 jours de représentation, il n'y avait plus un mot juste de billets jusqu'à la fin. On était tellement heureux. Bon, mission accomplie. Nous avons réussi à ouvrir notre théâtre avec un spectacle qui ne s'est pas cassé la gueule, qui a eu d'excellentes critiques, et on est heureux.
Je vais t'amener en Albini. L'acteur de cinéma Michel Côté a souvent accepté des rôles tout à fait inattendus et insolites. Comme ce personnage hallucinant de l'albinos dans Au clair de la lune, aux côtés du regretté Guy Lécuyer. C'est bien beau, ça, mais ces Smoke Mouton, ils ont pas payé, hein? Hein? À un moment donné, j'ai tout simplement dit à Tigui, écoute, il me faut un véritable jeune acteur de composition. Et puis, j'ai dit, en connais-tu un? Il dit, il y en a un avec lequel je répète au théâtre, puis c'est Michel Côté. C'est un gars formidable. Rencontre-le, tu vas l'aimer. Puis je l'ai rencontré à la Brasserie du Roi, à Longueuil. J'ai fait passer une audition de 6 heures. Et puis, il y avait le rôle. L'Albini, là, c'est comme si tu marchais. C'est une poutre céleste. Les rôles de composition, Michel Côté s'en régale. Heureusement pour nous, il ne s'est pas cantonné à faire le comique. Et toi, petit Jésus, là, je suis dans la merde en hostie. Dans le bon fumier de mouton. Pourquoi je suis pas mort? C'est un rôle très dramatique. Très dramatique. Alors, il n'avait pas fait à ce moment-là, bon, on le connaissait dans Brou, on le connaissait dans des choses assez drôles. Parce que c'est un gars drôle, là, s'il vous plaît. Mais dramatiquement, je trouvais ça intéressant. Et surtout quand Michel peut se cacher derrière un personnage. C'est là sa grande force. Et Burke, le personnage du motard, avait tous les qualificatifs pour répondre à la sensibilité de Michel. Rien à faire avec toi. Au contraire. Hey, on peut faire un duo, hein? Les Willy de Bert and Shirley. Si Barnum ne veut pas, ben, on fera le tour des centres d'achat. Moi, je me suis toujours dit, et comme tout le monde, qu'un jour Brou mourrait. C'était impossible d'imaginer que Brou pourrait jouer 5, 10, 15, 20 ans. Impossible. Alors, dans ma petite tête, j'avais pensé à un remplaçant, à une pièce qui remplacerait Brou, qu'on ferait avec Véronique, cette fois-là, qui serait pas enceinte. Ça, je pouvais contrôler ça quand même. Qui serait pas enceinte, et avec une autre fille qu'on choisirait, une autre comédienne, Marcel, Marc et moi. On serait 5. Et on remplaçait le bar et le décor par un autre bar, mais un bar de cruising bar. Avant, je fumais des non-filtres. Malheureusement, Brou mourrait pas, mais un jour, Robert Ménard m'invite à manger parce qu'on avait fait Les Belles Jeunes ensemble. Il me dit, j'aimerais ça qu'on fasse un film ensemble. As-tu une idée de film? Je dis, non, mais j'ai juste une idée de pièce. Je raconte ça. Il dit, pourquoi on fait pas un film avec ça? Puis, celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont alors passé 2 ans à fignoler leur scénario et leurs personnages. Mais Téléfilm Canada leur refuse son appui financier. C'est la catastrophe. Je suis pas sûr des couleurs. Je dis, voyons, non, c'est drôle. Non, ça se fait au théâtre, mais pas au cinéma. Ben, croyez-le ou croyez-le pas, j'ai pris Michel par la main et je suis allé à Téléfilm Canada et j'ai rencontré la personne qui avait refusé. Puis je disais, Michel, tu vas jouer le personnage devant elle. Inquiète-toi pas. En fais plus de folie. Et la fille regardait ça, m'a dit, mon Dieu, je me suis trompé, excusez-moi. Elle est sortie du bureau, elle est revenue 10 minutes après, elle a dit, d'accord, on embarque. Mais c'était pas évident. C'est comme si aujourd'hui, je vous dis, lisez Brou. Où sont mes gants, Bob? Où sont mes gants, Bob? Bob, où sont mes gants? C'est pas drôle. La comédie, c'est énormément difficile à faire et difficile à lire. Bonsoir. Le chat, il a mangé la langue? Je sais qu'on est facilement catalogué dans ce métier-là. Tout de suite après le succès de Cruising Bar, j'ai joué dans un premier long-métrage, un film d'auteur qui s'appelait Moody Beach, mais j'étais cassé l'image. Pour moi, j'étais conscient qu'il fallait que je casse l'image des films à succès tout de suite. C'est beau chez toi. Ouais, mais c'est privé. Un de mes trucs, c'est que si je viens de faire un policier dans Omerta, puis vous m'offrez un policier dans autre chose, c'est non. Je viens de faire Jean-Loup dans Petite Vie, vous m'offrez un homosexuel dans un film, c'est non. Ça, déjà, ça élimine plein de choses. Ça m'aide à faire la sélection. Alors, on m'offre pas quand même 45 scénarios par année, mais si on m'en offre 4 intéressants, on m'en offre 10, 6 que j'aime pas du tout, j'aime pas le rôle, j'aime pas le scénario, on m'en offre 4 que j'aime bien,
Déjà, j'élimine les policiers, j'élimine les homosexuels, et j'élimine quelque chose que j'ai déjà fait. Il me reste un scénario. Ça, c'est le rêve de tous les acteurs. Tous les comédiens voudraient pouvoir dire non, ça, j'aime pas ça, ça, oui, j'adore ça. Allô, mon coco? Ah oui. Ah oui, ah oui. Ah, ça sent bien, là, je pense. Il y a juste une petite affaire. Bon, mais qu'est-ce que tu veux que je mette encore, là? Des lunettes et un cigare? Ça te dérangerait-tu? Moi, quand il me dit je veux pas faire la tapette 15 fois de suite ou le policier 15 fois de suite, mais j'ai dit oui, mais toi, t'es bien chanceux. Il y en a qui sont obligés. Puis en plus, si on est à la merci des gens, des fois, qui n'ont pas d'imagination. Ils vous ont vu un policier, alors tu vas faire un policier toute ta vie. Mais lui, il a cette chance-là. Ici, tout en drapeau, votre fanfaron. Sachez que je vais enfin pouvoir répondre au papyrus Malouf. Car lors de mon dernier voyage en Égypte, j'ai découvert l'énigme du Sphinx, à savoir le financement du stade olympique. C'est quoi ton petit problème? Qu'est-ce que tu veux, toi? Son rôle de Pierre Gauthier dans Omerta, sans doute le plus ressemblant physiquement, est étonnamment proche de certaines préoccupations de jeunesse. Ça va mal, tes affaires, hein? Je voulais être criminologue parce que j'étais convaincu dans ma naïveté que je pouvais convaincre un criminel qui avait pas d'affaire à faire ça et que normalement, après m'avoir parlé, il tuerait plus jamais personne de sa vie et qu'il aurait jamais le goût de faire ça. Et moi, me trouver devant Michel, disons, je venais du théâtre amateur, d'un coup, je me trouve devant Michel Côté, qui c'était peut-être ici, ça me coupait un peu la mémoire. Et je crois que Michel s'est aperçu de ça. Et avec ça que je crois, il m'a jamais rien dit de ça. Mais pour me mettre à l'aise, il a oublié sa première ligne qu'il devait dire. Il a dit, bon, on a repris. Je crois qu'il a fait ça, c'est seulement sa bonté pour me donner, dire, écoute, tu peux aller facilement, dire, bon, si je peux l'oublier. Mais je pense pas qu'il avait oublié, il a fait exprès pour m'aider. Dans cette carrière aux rebondissements multiples, André Forcier le réengage à l'improviste pour Le Vent du Wyoming, dans un rôle d'abord prévu pour quelqu'un d'autre. Je sais pas ce que je donnerais pour faire l'amour à votre mère avant de mourir. Michel n'avait pas l'âge du personnage, donc il a fallu le vieillir, il a fallu y donner un gros nez. Mais Michel, c'est un éponge, c'est un acteur de composition absolument génial. Donne-moi ma Lisette. Tu fais faire n'importe quoi, n'importe qui. Rends-moi l'amour de ma femme. Michel, c'est un gars extrêmement subtil qui peut jouer très vrai et aller chercher tout le pathétique et le comique qu'il faut sans tomber dans le pathos et dans la bouffonnerie. Les cordonniers sont toujours mal chaussés. Non, c'est bon d'avoir un pro sur le plateau comme Michel parce que t'es sûr de ne pas avoir de trouble avec. Avec les fleurs de ton chocolat. Crise de fleurs! Crise de chocolat! Lorsque j'ai lu le scénario de Ken Scott, je me suis dit, un seul comédien peut jouer ce rôle, c'est Michel Côté. Michel Côté a ce talent-là, je devrais dire ce génie-là, d'arriver à chaque fois à faire sentir beaucoup de douleur, même si on va rire, beaucoup d'émotions, même si on va rire, et aussi beaucoup de comédie et nous faire rire. Non. Désolé. Ça va? Désolé, là. Puis il est fier, c'est ça que j'aime, moi. Il est droit comme une barre, Michel. Hein? Moi, je l'imagine à 80, là. Puis il va être comme un piquette. T'sais, encore, il va être droit. J'aime ça, cette force-là qui se dégage de lui. Puis en même temps, il peut jouer des choses tellement tendres. Ta mère va capoter. Je pars à Rimouski avec une pute! Ah, il va faire tes devoirs, j'aime mieux que tu vois pas ça, toi. J'aimerais ça, à un moment donné, un jour, c'est mon rêve, jouer un rôle et que les gens disent « J'aurais jamais pu imaginer qu'il pouvait faire ce rôle-là. » Tout est ouvert pour lui, mais moi, ce que je lui souhaiterais, c'est drôle,
Les rôles, il pourrait tous les jouer, les rôles du théâtre classique, il n'y a aucun problème. Les grands rôles, je le vois dans tous ces rôles-là. Mais je le verrais bien aussi réaliser un film, tiens. Tu l'attends? Je sais pas, en vends-tu? Je sais pas, en veux-tu? Peut-être, en vends-tu? J'en ai pas. Va-t'en. OK. Va-t'en, quand il s'appelle la police! Les meilleurs réalisateurs des films comiques ont été des comédiens eux-mêmes. Buster Keaton a joué dans ses films, Charlie Chaplin a joué dans ses films, pour ne nommer que les deux plus connus, et il y en a beaucoup d'autres. Woody Allen a joué dans ses films, il a fait la mise en scène. Et je pense que pour des questions de timing et des questions aussi de niveau de jeu, des réalisateurs, des acteurs à ce niveau-là peuvent très bien devenir de très bons réalisateurs. Philippe! Voyons non, c'est le pire dépravé, misogyne, carencé affectif que j'ai jamais vu de toute ma vie. Que tu me laisses, je ne prends pas, mais que tu me laisses pour Philippe Ducas, c'est vraiment le bout de la merde, T'es ça! con, quoi? Quoi? T'es con. C'est qu'il y a... Je te laisse pas pour Philippe Ducas, je te laisse pour Philippe Paradis. Moi, j'ai un talent pour l'humour. Il faut que j'en sois conscient. J'ai cette facilité d'aller cerner qu'est-ce qu'il y a assez absurde dans la vie pour en faire un gag. C'est probablement ça que je ferai en premier, parce que sinon, on me permettrait pas d'avoir les sous pour faire autre chose. Côté court bien assumé, Michel Côté aime se ressourcer côté jardin. Et je me suis pas levé un matin puis je me suis pas dit bon ben là t'as 50 ans, tu vas faire ton bilan. Mais tu te rends compte à un moment donné inconsciemment de jour en jour, une fois que tu as eu 50 ans, que tu es en train de le faire ton bilan. Je travaille sur moi-même, j'essaye de m'améliorer, toute ma vie je vais faire ça. Est-ce que je me connais vraiment? Est-ce que je suis un taciturne? Est-ce que je suis un gars de party? Je pense que je suis les deux. C'est possible aussi d'être les deux. De vouloir être seul, de vouloir réfléchir, de vouloir marcher. Marcher au mois d'octobre dans les feuilles mortes, tout le monde aime ça. Moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'être sur une petite rivière pendant des heures tout seul à taquiner le saumon, que ça morde pas. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir cette relation, ce contact avec la nature. « 870-2466. Bonne chance. Riez de moi, Quand Clémence a chaud, c'est pas drôle. Je suis habituée, je suis payée, moi, pour faire rire de moi, alors riez. Erreur. Quand Clémence a chaud, Et puis la bottine chauffante, j'ai dit, tu trouves pas que j'ai déjà assez chaud, moi?